pensez être intelligent avec les femmes? Détrompez-vous. Même les hommes les plus brillants commettent des erreurs catastrophiques par manque de respect. Aujourd'hui, nous révélons les 9 pièges qui détruisent vos relations sans que vous ne vous en rendiez compte. Préparez-vous à confronter la vérité. Dans les méandres complexes des relations humaines, il existe une vérité paradoxale qui échappe à beaucoup d'hommes, même parmi les plus intelligents et les plus cultivés. Cette vérité, aussi simple qu'elle est difficile à accepter, révèle que l'intelligence intellectuelle ne garantit en rien la réussite dans les relations amoureuses. Au contraire, elle peut même devenir un obstacle quand elle s'accompagne d'un manque fondamental de respect envers les femmes. Cette observation n'est pas nouvelle. Depuis l'Antiquité, les philosophes stoïciens comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque ont compris que la sagesse véritable ne réside pas dans l'accumulation de connaissances, mais dans la maîtrise de soi et le respect d'autrui. Pourtant, à notre époque moderne, où l'information est accessible à tous et où l'éducation formelle n'a jamais été aussi répandue, nous observons un phénomène troublant. Des hommes brillants, capables de résoudre des équations complexes ou de diriger des entreprises prospères, échouent lamentablement dans leurs relations avec les femmes, non pas par manque de charme ou d'opportunité, mais par un déficit fondamental de respect, qui se manifeste de manière subtile et insidieuse. L'histoire de Thomas illustre parfaitement ce paradoxe. Diplômé d'une grande école d'ingénierie, entrepreneur à succès dans la trentaine, Thomas possédait tous les attributs extérieurs du succès. Son appartement parisien témoignait de sa réussite professionnelle, ses conversations révélaient une culture impressionnante, et son cercle social incluait des personnes influentes. Pourtant, ses relations amoureuses se terminaient invariablement de la même façon. Après quelques mois de passion initiale, les femmes avec qui il sortait commençaient à s'éloigner, puis finissaient par rompre, souvent sans explication claire. Thomas restait perplexe face à ces échecs répétés. Comment était-ce possible alors qu'il offrait tout ce qu'une femme pouvait désirer, du moins selon sa propre perception? La première erreur que Thomas commettait, et que commettent tant d'hommes intelligents, réside dans l'illusion de supériorité intellectuelle. Cette erreur est particulièrement pernicieuse car elle se cache derrière un voile de rationalité apparente. Thomas avait développé, sans vraiment s'en rendre compte, une habitude de corriger constamment sa partenaire. Quand elle exprimait une opinion sur un sujet, il se sentait obligé de la rectifier si elle contenait la moindre inexactitude. Lors d'un dîner avec des amis, quand sa compagne mentionnait un fait historique légèrement erroné, il intervenait immédiatement pour la corriger publiquement, croyant rendre service à tous en rétablissant la vérité. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que ce comportement transmettait un message dévastateur. Il communiquait implicitement que son intelligence était supérieure, que son savoir valait plus, et que les erreurs de sa partenaire devaient être corrigées pour son propre bien. Cette attitude trouve ses racines dans une éducation qui valorise excessivement la performance intellectuelle au détriment de l'intelligence émotionnelle. Dans de nombreux systèmes éducatifs, particulièrement dans les filières scientifiques et techniques, on enseigne aux étudiants qu'il existe toujours une bonne réponse et une mauvaise réponse, que la précision est primordiale et que corriger les erreurs est un acte noble. Cependant, cette logique, parfaitement adaptée aux mathématiques ou à la physique, devient toxique quand elle s'applique aux relations humaines. Les femmes ne sont pas des problèmes à résoudre, ni des équations à corriger. Elles sont des êtres humains complets, avec leur propre intelligence, leur propre sagesse et leur propre façon de comprendre le monde. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses méditations qu'il faut commencer chaque journée en se rappelant que nous rencontrerons des personnes importunes, ingrates et violentes, et que ces défauts proviennent de leur ignorance du bien et du mal. Mais il ajoutait immédiatement que nous ne devons pas être affectés par eux, car nous sommes faits pour coopérer, comme les pieds, les mains et les paupières. Cette sagesse stoïcienne nous enseigne que même face aux erreurs d'autrui, notre rôle n'est pas de corriger constamment, mais de comprendre et de coopérer. Dans le contexte d'une relation amoureuse, cela signifie accepter que votre partenaire peut avoir raison d'une manière différente de la vôtre, ou même qu'elle peut avoir tort sans que cela nécessite une correction immédiate. La deuxième erreur découle naturellement de la première et s'avère tout aussi destructrice. Il s'agit de l'invalidation systématique des émotions féminines. Cette erreur se manifeste à travers des phrases apparemment anodines, mais profondément irrespectueuses. Quand une femme exprime une frustration, une peur ou une inquiétude, l'homme intelligent tombe souvent dans le piège de la rationalisation excessive. Il répond par des arguments logiques, des statistiques, des faits qui sont censés prouver que l'émotion exprimée n'est pas justifiée. Cette approche, aussi bien intentionnée soit-elle, constitue une forme de violence émotionnelle subtile
mais dévastatrices. L'histoire de Sophie et Alexandre illustre parfaitement cette dynamique. Sophie travaillait comme avocate dans un grand cabinet, un environnement hautement compétitif et stressant. Un soir, après une journée particulièrement difficile où elle avait dû gérer un conflit avec un collègue senior, elle rentrait chez elle épuisée émotionnellement. Elle cherchait du réconfort auprès d'Alexandre, son compagnon depuis 2 ans, un brillant consultant en stratégie. Quand elle commença à lui raconter sa journée, exprimant sa frustration face au comportement de son collègue, Alexandre l'interrompit rapidement pour analyser la situation. Il lui expliqua que, d'un point de vue rationnel, son collègue avait probablement raison sur le fond du dossier, que ses propres émotions étaient disproportionnées par rapport à la gravité réelle de la situation et qu'elle devrait adopter une approche plus détachée face à ce genre de conflit professionnel. Sophie se sentit immédiatement incomprise et dévalorisée. Ce dont elle avait besoin n'était pas une analyse stratégique de la situation, mais simplement que ses émotions soient reconnues comme valides et légitimes. Elle ne cherchait pas une solution rationnelle, elle cherchait une connexion émotionnelle, une validation de son expérience vécue. Alexandre, dans sa quête de résolution logique du problème, avait complètement manqué l'essentiel. Il avait traité sa compagne comme un client qui vient chercher des conseils stratégiques, plutôt que comme une partenaire qui cherche du soutien émotionnel. Cette erreur révèle une incompréhension fondamentale de la nature humaine. Les émotions ne sont pas des dysfonctionnements de la raison qu'il faut corriger. Elles sont des composantes essentielles de notre humanité, des signaux importants qui nous informent sur notre état intérieur et notre relation au monde. Les philosophes stoïciens eux-mêmes, souvent mal compris sur ce point, ne prônaient pas la suppression des émotions, mais leur compréhension et leur maîtrise. Épictète enseignait à ses disciples de reconnaître leurs émotions sans se laisser dominer par elles. Il y a une différence fondamentale entre maîtriser ses propres émotions, ce qui est sage, et invalider les émotions d'autrui, ce qui est irrespectueux. La troisième erreur s'inscrit dans le prolongement des 2 premières et concerne l'écoute sélective. Les hommes intelligents développent souvent une capacité remarquable à filtrer l'information en fonction de sa pertinence logique ou factuelle. Cette compétence, extrêmement utile dans le monde professionnel où il faut trier rapidement des volumes importants d'informations, devient une malédiction dans les relations intimes. Quand une femme parle, elle ne transmet pas seulement des informations factuelles, elle partage une expérience, elle construit une connexion, elle invite à une intimité émotionnelle. Mais l'homme intelligent, habitué à extraire uniquement les données pertinentes d'une conversation, manque complètement cette dimension subtile mais cruciale. Jean-Marc, directeur financier d'une grande entreprise, excellait dans l'analyse de rapports complexes et la synthèse d'informations critiques. Au bureau, sa capacité à identifier rapidement les points essentiels d'une présentation de 50 pages était légendaire. Cependant, à la maison, cette même compétence créait un fossé grandissant avec sa femme Isabelle. Quand Isabelle lui racontait sa journée, Jean-Marc écoutait avec une partie de son cerveau, tout en continuant à penser au dossier du lendemain. Il captait les faits principaux, l'essentiel de l'histoire, mais manquait complètement les nuances émotionnelles, les hésitations significatives, les silences lourds de sens. Après qu'Isabelle avait fini de parler, il pouvait résumer les points principaux, ce qui lui donnait l'illusion d'avoir écouté attentivement. Mais Isabelle se sentait invisible, comme si elle parlait à un enregistreur vocal plutôt qu'à un partenaire attentif. Cette forme d'écoute superficielle constitue un manque de respect profond, car elle nie implicitement la valeur de l'expérience partagée. Elle dit, sans mots, que seules les informations factuelles méritent attention, que les émotions et les nuances ne valent pas l'effort de concentration nécessaire pour les percevoir. Les stoïciens accordaient une importance primordiale à l'attention et à la présence. Marc Aurèle écrivait qu'il faut vivre chaque moment comme si c'était le dernier, avec une attention totale et une présence complète. Cette sagesse s'applique parfaitement à l'écoute dans une relation. Écouter véritablement ne signifie pas simplement entendre les mots, mais être pleinement présent à la personne qui parle, percevoir non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui reste non dit, sentir les émotions sous-jacentes et honorer l'acte de partage par une attention totale et non divisée. La 4e erreur concerne l'utilisation de l'humour comme arme déguisée. L'humour intelligent est un art subtil qui peut enrichir considérablement une relation. Cependant, quand il devient un moyen de diminuer l'autre, de marquer des points dans une compétition implicite, ou de cacher son incapacité à communiquer directement, il se transforme en une forme de violence psychologique. Cette erreur est particulièrement insidieuse car elle se cache derrière le masque de la légèreté et du divertissement. Laurent, ingénieur en informatique doté d'un esprit vif et d'un sens de l'humour acéré,
avait développé une habitude dangereuse. Chaque fois que sa compagne Emily faisait une erreur, même mineure, il la transformait immédiatement en blague. Quand elle oubliait ses clés, il lançait une remarque sarcastique sur sa mémoire. Quand elle se trompait de direction en conduisant, il inventait des comparaisons humoristiques avec des personnages maladroits de films. Ces blagues faisaient souvent rire les amis présents, ce qui renforçait Laurent dans son comportement. Il croyait sincèrement apporter de la légèreté dans la relation, détendre l'atmosphère, transformer des moments potentiellement tendus en occasion de rire ensemble. Mais pour Emily, chaque blague était une petite blessure qui s'ajoutait aux précédentes. Elle se sentait constamment jugée, évaluée et trouvée insuffisante. Le fait que ces jugements soient déguisés en humour ne les rendait pas moins douloureux. Au contraire, cela les rendait plus difficiles à affronter. Comment protester contre une blague sans paraître trop sensible, sans humour, incapable de rire de soi-même? Laurent avait créé, sans le vouloir, une situation où Emily devait choisir entre accepter d'être diminuée ou risquer de passer pour quelqu'un qui ne comprend pas l'humour. C'était un piège émotionnel parfait, d'autant plus cruel qu'il était involontaire. Les philosophes stoïciens mettaient en garde contre l'usage de mots blessants, même déguisés en plaisanterie. Sénèque écrivait que les paroles ont un pouvoir immense, qu'elles peuvent construire ou détruire, guérir ou blesser. Il recommandait de peser chaque mot avant de le prononcer, de considérer son impact potentiel sur autrui. Dans le contexte d'une relation amoureuse, cette sagesse prend une importance particulière. L'humour doit unir, non diviser. Il doit élever les deux partenaires, non rabaisser l'un pour amuser l'autre. Un humour respectueux se moque des situations, pas des personnes. Il crée de la complicité, pas de la compétition. Il renforce la connexion, ne la fragilise pas. La cinquième erreur se manifeste à travers le manque d'attention aux détails qui comptent pour l'autre. Les hommes intelligents excellent généralement dans leur domaine d'expertise parce qu'ils sont capables d'une concentration intense et d'une attention méticuleuse aux détails pertinents. Cependant, cette même capacité d'attention sélective devient un problème quand elle ne s'étend pas aux aspects de la vie qui importent à leur partenaire. Cette erreur révèle un manque de respect fondamental, car elle communique que seules les choses importantes aux yeux de l'homme méritent attention, tandis que les préoccupations de la femme sont négligeables ou secondaires. Vincent, architecte renommé, pouvait passer des heures à perfectionner un détail technique d'un projet, obsédé par la précision et l'excellence. Il se souvenait de spécifications complexes de matériaux, de mesures exactes, de dates de réunions professionnelles plusieurs mois à l'avance. Cependant, il oubliait systématiquement l'anniversaire de sa compagne Léa, ne remarquait pas quand elle changeait de coiffure et ne se souvenait jamais des noms de ses amis proches. Quand Léa lui faisait remarquer ses oublis, Vincent se défendait en expliquant qu'il avait une mémoire sélective, qu'il ne pouvait pas tout retenir et que ces détails n'étaient pas vraiment importants dans le grand schéma des choses. Mais pour Léa, ces détails étaient tout sauf insignifiants. Ils représentaient la preuve tangible que Vincent ne la considérait pas comme prioritaire, que sa vie à elle, ses goûts, ses amis, ses préférences ne méritaient pas l'espace mental qu'il accordait généreusement à ses projets architecturaux. Le message implicite était dévastateur. Vincent disait essentiellement que les choses qui importaient à Léa n'étaient pas dignes de son attention, que sa capacité de mémorisation impressionnante avait des limites qui excluaient convenablement les aspects de la vie de sa partenaire. Cette erreur révèle une vérité inconfortable. Nous trouvons toujours du temps et de l'énergie mentale pour ce que nous valorisons vraiment. Quand un homme oublie systématiquement les choses importantes pour sa partenaire, tout en se souvenant parfaitement des détails de ses propres intérêts, il révèle involontairement sa hiérarchie de valeurs. Les stoïciens enseignaient l'importance de l'attention consciente à nos proches. Marc Aurèle prenait le temps chaque jour de réfléchir aux personnes qu'il allait rencontrer et à comment il pourrait les honorer. Cette pratique n'était pas une corvée pour lui, mais un exercice de reconnaissance de la valeur intrinsèque de chaque personne. Piladen Audio Segment Break. La sixième erreur concerne l'obsession du contrôle et de l'optimisation. Les hommes intelligents sont souvent habitués à optimiser les systèmes, à améliorer les processus, à chercher constamment des moyens plus efficaces d'accomplir les tâches. Cette mentalité, précieuse dans le monde professionnel, devient toxique quand elle s'applique à une relation amoureuse. L'erreur consiste à traiter sa partenaire et la relation comme un projet à optimiser, un système à améliorer, un problème à résoudre. Ce comportement, aussi bien intentionné soit-il, constitue un manque de respect profond car il nie l'humanité fondamentale de l'autre personne. Maxime, consultante en management, avait bâti sa carrière sur sa capacité à identifier les inefficacités dans les organisations et à proposer des solutions d'optimisation. Son esprit analytique était constamment en mode recherche d'amélioration.
Malheureusement, il appliquait la même approche à sa relation avec Caroline. Il remarquait que Caroline prenait trop de temps le matin pour se préparer, alors il lui proposait des routines optimisées. Il observait qu'elle organisait les courses de manière peu efficace, alors il créait des listes structurées par section de supermarché. Il constatait qu'elle gérait ses emails de façon désordonnée, alors il lui suggérait des systèmes de tri automatique. Chaque suggestion de Maxime était présentée comme une aide, un cadeau d'optimisation offert avec les meilleures intentions. Mais Caroline ne se sentait pas aidée. Elle se sentait jugée, évaluée et trouvée défaillante. Le message sous-jacent était clair, même si Maxime ne le formulait jamais explicitement. Il disait que la façon dont Caroline vivait sa vie n'était pas suffisamment bonne, qu'elle avait besoin de ses interventions pour atteindre un niveau acceptable d'efficacité, que son rôle à lui était de la corriger et de l'améliorer. Cette dynamique transformait la relation en une sorte de mentorat non sollicité où Maxime s'était auto-désigné comme le professeur et Caroline comme l'élève. Perpétuel, ce comportement trahit une incompréhension fondamentale de ce qu'est une relation amoureuse. Une relation n'est pas un projet professionnel avec des objectifs mesurables et des indicateurs de performance. C'est une danse entre deux personnes égales, où chacun apporte sa propre musique, son propre rythme, sa propre façon d'être au monde. Les stoïciens comprenaient que le contrôle est une illusion. Épictète enseignait que nous ne contrôlons vraiment que nos propres pensées et actions, et que chercher à contrôler ce qui est extérieur à nous mène inévitablement à la souffrance. Dans une relation, cela signifie accepter que votre partenaire n'est pas un projet à optimiser, mais une personne à honorer dans son intégralité, avec ses inefficacités charmantes, ses habitudes illogiques, et sa façon unique de naviguer dans le monde. La 7e erreur se manifeste à travers le besoin compulsif d'avoir toujours raison. Cette erreur est particulièrement répandue chez les hommes intelligents, car ils ont souvent construit leur identité et leur estime de soi sur leur capacité intellectuelle et leur justesse de raisonnement. L'idée d'avoir tort, même sur un point mineur, est vécue comme une menace existentielle. Cette rigidité intellectuelle crée des conflits constants et empêche toute possibilité de croissance commune dans la relation. Olivier, professeur de philosophie à l'université, était reconnu pour la rigueur de son argumentation et sa capacité à démanteler les raisonnements fallacieux. Dans ses cours et ses publications, cette compétence était un atout précieux. Mais dans sa relation avec Nathalie, elle devenait un poison lent qui érode l'amour. Chaque désaccord, même sur des sujets triviaux, se transformait en débat philosophique où Olivier devait prouver qu'il avait raison. Quand Nathalie exprimait une opinion sur un film, Olivier la contredisait avec des arguments structurés, citant des critiques et des théories esthétiques. Quand elle suggérait un restaurant pour dîner, il expliquait logiquement pourquoi son choix était supérieur. Quand elle proposait une interprétation d'un événement, il déconstruisait méthodiquement son analyse pour la remplacer par la sienne. Ce qui rendait cette dynamique particulièrement destructrice, c'était qu'Olivier avait souvent effectivement raison d'un point de vue purement logique. Ses arguments étaient bien construits, ses références pertinentes, ses conclusions logiquement solides. Mais il manquait complètement le point essentiel. Dans une relation amoureuse, avoir raison n'est pas le but ultime. Parfois, et même souvent, il est plus important de préserver la connexion, de respecter la perspective de l'autre et de reconnaître que différents points de vue peuvent coexister sans qu'il soit nécessaire d'établir lequel est le meilleur. Olivier transformait chaque échange en une compétition intellectuelle qu'il devait gagner, sans réaliser que chaque victoire dans ce débat était une défaite pour la relation. Les philosophes stoïciens, malgré leur réputation de rationalité stricte, comprenaient les limites de la raison dans les affaires humaines. Marc Aurèle écrivait qu'il faut être flexible comme le roseau qui plie sous le vent plutôt que rigide comme le chêne qui se brise. Cette flexibilité s'applique aussi à nos convictions et à notre besoin d'avoir raison. Dans une relation, il faut cultiver l'humilité intellectuelle, la capacité d'admettre qu'on pourrait avoir tort, et la sagesse de comprendre que certains combats ne méritent pas d'être menés, même quand on est certain de sa position. La 8e erreur concerne le manque d'investissement émotionnel authentique. Certains hommes intelligents développent une forme de détachement émotionnel qu'ils confondent avec la maîtrise stoïcienne. Ils croient que montrer moins d'émotions les rend plus forts, plus rationnels, plus en contrôle. Mais ce qu'ils créent en réalité, c'est un désert émotionnel où aucune intimité véritable ne peut fleurir. Cette erreur est particulièrement insidieuse car elle se présente sous les apparences de la force et de la maturité, alors qu'elle est en réalité une forme de lâcheté émotionnelle. Julien, trader dans une grande banque d'investissement, avait appris à supprimer ses émotions pour réussir dans son environnement professionnel hautement compétitif.
Sur les marchés financiers, les émotions sont considérées comme des faiblesses qui mènent à de mauvaises décisions. Julien avait donc développé une capacité remarquable à rester froid et calculateur, même dans les situations les plus stressantes. Cette compétence lui avait rapporté des millions en bonus et l'admiration de ses collègues. Malheureusement, il appliquait la même approche dans sa relation avec Amélie. Quand Amélie lui disait qu'elle l'aimait, Julien répondait par un sourire poli et un moi aussi détaché, comme s'il confirmait un fait plutôt que d'exprimer un sentiment profond. Quand elle cherchait à avoir des conversations intimes sur leurs espoirs, leurs peurs, leurs rêves, il restait en surface, donnant des réponses génériques et évitant tout engagement émotionnel réel. Quand elle pleurait, il restait stoïque, attendant patiemment que l'orage émotionnel passe, plutôt que de s'y engager avec compassion. Julien croyait que ce détachement le rendait fort et fiable. Il ne comprenait pas qu'il créait une distance émotionnelle qui rendait impossible toute connexion authentique. Amélie se sentait seule dans la relation, comme si elle vivait avec un colocataire poli plutôt qu'avec un partenaire amoureux. Elle avait besoin de voir la vulnérabilité de Julien, de sentir qu'il était capable de se laisser toucher émotionnellement, de savoir qu'elle comptait suffisamment pour lui pour qu'il accepte de baisser ses défenses. Mais Julien restait enfermé derrière ses murs émotionnels, confondant la force avec l'insensibilité, la maîtrise avec le déni. Cette erreur révèle une incompréhension fondamentale du stoïcisme authentique. Les philosophes stoïciens ne prônaient pas la suppression des émotions, mais leur compréhension et leur transformation. Sénèque écrivait longuement sur l'amour, la compassion et l'importance des connexions humaines profondes. Marc Aurèle, malgré sa position d'empereur tout-puissant, exprimait ouvertement son affection pour sa femme et ses enfants dans ses écrits privés. Le véritable stoïcisme consiste à ne pas être dominé par ses émotions destructrices, mais certainement pas à devenir émotionnellement absent. Une relation amoureuse nécessite un investissement émotionnel authentique, une volonté de se montrer vulnérable, et le courage de s'engager pleinement malgré les risques inhérents à toute intimité véritable. Audio, segment break, la 9e et dernière erreur, peut-être la plus fondamentale de toutes, concerne l'absence de travail sur soi. Les hommes intelligents investissent souvent énormément de temps et d'énergie dans leur développement intellectuel et professionnel. Ils lisent des livres, suivent des formations, perfectionnent leurs compétences techniques. Mais ils négligent complètement leur développement émotionnel et relationnel. Ils assument implicitement qu'être intelligent suffit, que leurs capacités intellectuelles compenseront leurs déficiences émotionnelles. Cette erreur est la racine de toutes les autres, car elle reflète un manque de respect envers soi-même et, par extension, envers ses partenaires. François, cadre dirigeant d'une multinationale, incarnait parfaitement cette dynamique. Il avait obtenu 2 masters, parlait 4 langues, gérait des équipes internationales et était considéré comme un leader visionnaire dans son secteur. Il lisait constamment, assistait à des conférences, participait à des séminaires de leadership. Son développement professionnel était une priorité absolue, un investissement continu et conscient. Pourtant, quand il s'agissait de ses relations amoureuses, il adoptait une approche radicalement différente. Il supposait que les relations devaient être naturelles, instinctives, ne nécessitant aucun effort d'apprentissage ou d'amélioration consciente. Quand ces relations échouaient, François attribuait les problèmes à des incompatibilités fondamentales, à des différences irréconciliables ou à des défauts chez ses partenaires. Il ne lui venait pas à l'esprit que lui-même pourrait être le problème, ou du moins une partie du problème. Il n'avait jamais lu un livre sur les relations amoureuses, jamais consulté un thérapeute de couple, jamais pris le temps de réfléchir sérieusement à ses propres schémas relationnels. L'idée qu'il pourrait avoir besoin d'apprendre et de grandir dans ce domaine était presque offensante pour lui. Après tout, il était intelligent, n'est-ce pas? L'intelligence ne devrait-elle pas suffire? Cette attitude révèle un orgueil profondément enraciné, un orgueil qui empêche toute possibilité de croissance réelle. Les relations amoureuses sont complexes, nuancées, et nécessitent des compétences spécifiques qui ne viennent pas automatiquement avec un QI élevé ou des diplômes impressionnants. L'intelligence émotionnelle, la communication authentique, la vulnérabilité saine, l'empathie profonde, la gestion des conflits constructive. Toutes ces compétences s'apprennent, se développent, se perfectionnent avec le temps et l'effort conscient. Supposer qu'on les possède naturellement simplement parce qu'on est intelligent dans d'autres domaines est une forme d'arrogance qui condamne à répéter les mêmes erreurs indéfiniment. Les philosophes stoïciens accordèrent une importance primordiale au travail sur soi. Marc Aurèle écrivait ses méditations comme un journal de développement personnel, documentant ses efforts quotidiens pour devenir une meilleure personne.
Épictète commençait chaque jour par un examen de conscience, identifiant ses défauts et planifiant comment les corriger. Sénèque écrivait des lettres entières sur l'importance de l'auto-amélioration continue. Ces hommes, parmi les plus brillants de leur époque, comprenaient que l'intelligence seule ne suffit pas, que la sagesse véritable requiert un engagement constant envers la croissance personnelle dans tous les aspects de la vie, y compris et surtout dans nos relations avec autrui. Le travail sur soi dans le contexte relationnel commence par l'honnêteté brutale avec soi-même. Il faut être capable de reconnaître ses propres défauts, ses propres schémas destructeurs, ses propres contributions aux problèmes relationnels. Cette reconnaissance n'est pas une forme de faiblesse, mais au contraire, une manifestation de force et de maturité. Elle nécessite du courage car elle implique d'abandonner les histoires confortables que nous nous racontons sur nous-mêmes, ces narratives où nous sommes toujours les victimes ou les héros incompris. La vérité est généralement plus complexe et plus humble. Nous sommes tous imparfaits, tous en développement, tous capables d'erreurs graves, même avec les meilleures intentions. Une fois cette reconnaissance accomplie, le véritable travail peut commencer. Il s'agit d'identifier spécifiquement les domaines qui nécessitent de l'attention. Pour certains hommes, ce sera l'écoute active, la capacité d'être pleinement présent quand leur partenaire parle. Pour d'autres, ce sera la vulnérabilité émotionnelle, la volonté de s'ouvrir et de partager leurs peurs et leurs espoirs profonds. Pour d'autres encore, ce sera la gestion des conflits, l'apprentissage de techniques de communication non violente et de résolution constructive des désaccords. Pour beaucoup, ce sera un mélange de plusieurs de ces domaines, une réalisation que leurs compétences relationnelles nécessitent un développement systématique et conscient. Ce travail n'est jamais terminé. Même les personnes les plus évoluées émotionnellement continuent d'apprendre, de grandir, de découvrir de nouveaux aspects d'elles-mêmes à améliorer. La différence entre ceux qui réussissent dans leurs relations et ceux qui échouent ne réside pas dans l'absence de défauts, mais dans leur engagement envers l'amélioration continue. Les relations amoureuses sont des miroirs qui révèlent nos zones d'ombre, nos blessures non guéries, nos schémas dysfonctionnels. Au lieu de fuir ces révélations ou de blâmer le miroir, la sagesse consiste à les accueillir comme des opportunités de croissance. L'histoire de Thomas, avec laquelle nous avons commencé cette exploration, illustre parfaitement cette possibilité de transformation. Après plusieurs relations échouées et une période de solitude forcée, Thomas finit par reconnaître que le problème commun à toutes ces relations était lui-même. Cette reconnaissance fut douloureuse, un coup dur pour son ego qui se croyait au-dessus de telles défaillances. Mais elle fut aussi libératrice, car elle lui redonna le pouvoir de changer sa situation. Si le problème était les femmes qu'il rencontrait, il ne pouvait rien y faire. Mais si le problème était lui, alors il pouvait travailler dessus. Thomas commença un long processus d'introspection et de développement. Il consulta un thérapeute, lut des livres sur les relations et l'intelligence émotionnelle, rejoignit un groupe de discussion pour hommes, cherchant à améliorer leurs compétences relationnelles. Il apprit à écouter sans corriger, à valider les émotions sans les rationaliser, à être présent sans chercher à optimiser, à montrer de la vulnérabilité sans se sentir faible. Ce processus prit des années, avec des avancées et des reculs, des moments de clarté et des périodes de confusion. Mais graduellement, Thomas devint une version plus complète de lui-même. Quelqu'un qui pouvait être à la fois intelligent et émotionnellement présent, rationnel et empathique, fort et vulnérable. Quand il rencontra finalement Claire, sa relation fut radicalement différente des précédentes. Non pas parce que Claire était différente des autres femmes, mais parce que Thomas était devenu différent. Il avait appris à honorer son intelligence sans l'utiliser comme une arme. Il avait développé la capacité d'être pleinement présent dans les moments d'intimité émotionnelle. Il avait acquis l'humilité de reconnaître quand il avait tort et la sagesse de comprendre que certains combats ne valent pas la peine d'être menés. Sa relation avec Claire prospéra non pas malgré leurs différences, mais à travers elle, chacun apportant sa propre perspective et enrichissant l'autre. Cette transformation n'était pas un retour en arrière, un renoncement à son intelligence ou à ses capacités intellectuelles. C'était au contraire une expansion de ce qu'être intelligent signifie vraiment. Thomas avait compris que la véritable intelligence inclut l'intelligence émotionnelle, que la vraie force inclut la vulnérabilité, que la sagesse authentique reconnaît ses propres limites. Il avait découvert que respecter une femme ne signifie pas la mettre sur un piédestal ou la traiter avec une condescendance bienveillante, mais la reconnaître comme une égale avec sa propre intelligence, sa propre sagesse, sa propre façon valable de naviguer dans le monde. Les enseignements stoïciens qui l'avaient guidé dans cette transformation soulignent une vérité intemporelle. Le respect véritable commence par le respect de soi.
mais un respect qui reconnaît honnêtement ses propres imperfections. Comme l'écrivait Épictète, nous sommes tous des étudiants dans la grande école de la vie, constamment en apprentissage, jamais arrivés à destination. Cette humilité philosophique, combinée avec un engagement sincère envers l'amélioration continue, est la fondation de toute relation amoureuse saine et durable. Les 9 erreurs que nous avons explorées, l'illusion de supériorité intellectuelle, l'invalidation des émotions, l'écoute sélective, l'humour comme arme, le manque d'attention aux détails importants, l'obsession du contrôle, le besoin d'avoir toujours raison, le détachement émotionnel et l'absence de travail sur soi, toutes ces erreurs partagent une racine commune. Elles découlent toutes d'un manque fondamental de respect, un respect qui reconnaît que l'intelligence intellectuelle n'est qu'une forme d'intelligence parmi d'autres, que les émotions sont aussi valables que la raison, que l'autre personne mérite une attention totale et non divisée, que la vulnérabilité est une force et non une faiblesse. Dans notre monde moderne, où l'intelligence est souvent définie étroitement en termes de capacité cognitive et de réussite professionnelle, il est facile pour les hommes intelligents de tomber dans ces pièges. Ils reçoivent constamment des messages leur disant qu'ils sont spéciaux, supérieurs, plus capables que les autres. Cette validation externe renforce leur ego, mais les empêche de développer l'humilité nécessaire pour des relations authentiques. Ils deviennent prisonniers de leur propre intelligence, incapables de voir au-delà de leur propre perspective limitée. La voie vers des relations amoureuses épanouissantes pour les hommes intelligents nécessite donc un paradoxe apparent. Ils doivent devenir plus intelligents dans un sens plus large et plus profond, développant une intelligence qui inclut la compréhension émotionnelle, l'empathie authentique et la sagesse relationnelle. Cette expansion de l'intelligence n'est pas un rejet de leur capacité intellectuelle, mais une intégration de ces capacités dans une compréhension plus holistique de ce que signifie être pleinement humain. C'est un retour aux enseignements des philosophes, stoïciens qui comprenaient que la sagesse véritable transcende la simple intelligence intellectuelle pour embrasser tous les aspects de l'existence humaine. Le respect envers les femmes, dans ce contexte, n'est pas une contrainte imposée de l'extérieur ou une concession politique, mais une reconnaissance profonde et sincère de leur égalité fondamentale, de la valeur de leur perspective et de la richesse qu'elles apportent à nos vies. Ce respect se manifeste dans les petits gestes quotidiens autant que dans les grandes décisions. Il se voit dans la façon dont nous écoutons, dans notre volonté de considérer que nous pourrions avoir tort, dans notre capacité à être présents émotionnellement, dans notre engagement à grandir et à évoluer. Pour les hommes qui se reconnaissent dans ces erreurs, et nous nous y reconnaissons tous à un degré ou à un autre, la bonne nouvelle est que le changement est possible. Nous ne sommes pas condamnés à répéter indéfiniment les mêmes schémas destructeurs. Avec de l'honnêteté, du courage et un engagement sincère envers le développement personnel, nous pouvons transformer nos relations et devenir les partenaires que nos compagnes méritent et dont elles rêvent. Ce chemin n'est pas facile. Il nécessite de confronter nos zones d'ombre, de remettre en question nos croyances fondamentales et d'accepter que nous avons beaucoup à apprendre. Mais c'est un chemin qui mène vers une vie plus riche, des relations plus profondes et une version plus complète de nous-mêmes. La sagesse stoïcienne nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir nos réponses, de façonner notre caractère et de devenir les personnes que nous aspirons à être. Ce pouvoir s'étend à nos relations amoureuses. Nous pouvons choisir de perpétuer les erreurs du passé, ou nous pouvons choisir de grandir, d'évoluer et de construire quelque chose de meilleur. Le respect authentique envers les femmes commence par ce choix conscient. Cette décision de voir au-delà de notre propre intelligence limitée pour reconnaître la valeur infinie de l'autre, et cette volonté de faire le travail difficile mais nécessaire pour devenir digne de l'amour que nous cherchons. Voilà la vérité que peu d'hommes osent affronter. L'intelligence ne suffit pas. Le respect authentique exige du courage, de l'humilité et un travail constant sur soi. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous pour plus de sagesse stoïcienne qui transforme. Partagez ce message avec un ami qui en a besoin. Ensemble, devenons meilleurs.